Tu allais me l'apprendre? Et surtout utilisé, entre autres, dans certains sirops contre la toux. Jean-Jacques Fortin va jusqu'à mettre en capsule sa résine grâce à un appareil qu'il a lui-même fabriqué. Ces gélules sont commercialisées sous la marque Les Gommes de Sapin du Québec. Si tu regardes les anciens écrits, là, mon Dieu, il parle que tu soignais le scorbut, ça, des antiseptiques, tu mets ça sur un peu solaire, tu mets ça sur une coupure, tu sais, d'abord c'est une brûlure. C'est un peu comme la wave, tu sais, tu mets ça sur une brûlure, ce que c'est qui chauffe, là, enlève le plus. Bon, ben ça, facile, t'en as fait. Puis quand il n'y a plus d'air, ça s'infecte plus, c'est fini. C'est un antiseptique. C'est un antiseptique, ouais. Que nos grands-parents, que les... Ça servait, tu sais, je me rappelle que mon père était dans le bois, je donnais un coup de crochet, il ne s'en allait pas à l'hôpital, elle n'était pas là. Fait qu'il se prenait une petite gomme, il mettait ça dessus, puis salut. La gomme de sapin a beau être l'un des plus anciens remèdes du Nouveau Monde, avec l'avènement des médicaments de synthèse, on l'a reléguée aux oubliettes. Mais peut-être sommes-nous en train de la redécouvrir, qui sait? Quoi qu'il en soit, pour Ovide, comme ce fut le cas pour ses ancêtres, courir les bois à la recherche du précieux nectar reste avant tout un métier intéressant, souvent difficile, mais le plus beau métier du monde, vous dira le plus ancien piqueur de gomme de sapin du Québec. Qu'est-ce qui vous fait aimer cette activité-là? Ben, comme ça, le bois, c'est pas quoi, c'est un coup de l'abandonner. On est venu au monde là-dedans. La sève du sapin baumier, qu'on ne retrouve pratiquement qu'au Québec, opère de véritables miracles, à ce qu'on dit. Après tout, c'est normal pour un arbre aux vertus magiques. Le climat de l'Acadie conviendrait-il davantage aux palmiers que celui des pays chauds? Eh bien, à voir les arbres exotiques de Mme Anne Ross Lantaigne, on croirait bien que oui. Les palmiers canadiens sont bien plus petits, mais bien plus beaux que les palmiers américains. Voyons donc. Ils sont pas aussi beaux. Ils sont pas aussi verts. Et c'est la chaleur, pour moi, qui les... Parce que j'en remarque ça quand je vais en Floride. Regardez celui-là comme il est beau, là. Regarde, comme celui-là, là. On dirait qu'ils sont tous... Ils sont pas tachetés. Autrement dit, notre climat, le climat de l'Acadie conviendrait davantage aux palmiers. Oui, c'est pas aussi chaud. Il s'agit de leur donner de l'eau. C'est révolutionnaire ce que vous dites, madame, là. Surtout vos bons soins qui... Ce sont effectivement des palmiers et nous sommes bien en Acadie, plus précisément à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Le Sud, malgré les apparences, eh bien oui. Dans le pays de la Sagouine, les palmiers se portent bien, merci, grâce aux bons soins d'Anne. Cela fait un bon moment que les arbres aux grandes feuilles ornent son parterre, et elle en est très fière, d'autant plus que la petite palmeraie lui réservait une surprise cette année. Cette année, il a fleuri. Ah oui? Il a fleuri. Je me suis dit, j'ai dit à mon mari, maintenant, mais c'est mon Dieu, dans ma dent, qu'est-ce qui sort ici? J'ai dit, ça se peut-tu que ça fleurit, ça? Puis là, vous voyez. C'est la première fois qu'un de vos palmiers... C'est la première fois. Puis je me demande si une fois acheté la graine, si je pouvais en faire pousser d'autres. Mais de toute façon, je vais l'essayer. Je suis pas le pour tout à fait. Madame Lantaigne, j'ai envie de vous demander, les gens, la réaction des gens, est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent et qui vont venir vous voir, vous demandant si c'est bien des palmiers? Oui, franchement, j'ai beaucoup de visites. J'ai beaucoup de visites. Des femmes qui arrêtent, qui regardent, puis quand ils voient dehors, excusez-moi, madame, on aimerait donc savoir, c'est quoi vos palmiers? Celui du Québec, de Moncton, de Bathurst, même des appels par téléphone. Ah oui? On est allé à Caraquet, madame, puis on a vu ça, ces palmiers-là, chez vous. Puis on veut savoir, c'est quoi que vous faites, c'est quoi? Ça me fait plaisir de leur donner ma petite paternité, petit secret. Et oui, il y a un petit secret. Si les arbres à grandes feuilles palmées s'adaptent à notre climat estival, qu'en est-il au cours de la saison froide? Mais qu'est-ce qui permet aux palmiers de Caraquet de passer l'hiver sans risque de périr? Quand madame Anne
à trouver la solution. Une solution toute simple. À l'automne, je me suis dit, c'est presque trop beau pour les laisser geler. Alors, je les ai rentrés en dedans, dans mon garage, où on avait une petite chaleur l'hiver. Et puis, l'année, au printemps d'après, je les ai sortis. Et puis, j'ai dit, gardons, s'il est beau, ben, j'ai dit, hey, je vais m'en acheter d'autres cette année. Je m'en suis acheté d'autres, 2, 3 peut-être. Et puis, ça a continué comme ça. Ramasse les palmiers l'automne, puis sort le printemps. Comme ponté. Vois-tu, regarde, c'est ça, tout simplement. Un palmier, ça se déménage en Acadie. On n'a simplement qu'à garder le pot. Voyons donc, c'est pas sorcier. On ne compte plus le nombre de roulottes restaurants dont les patrons se réclament d'une très noble filiation. Les rois de la patate sont légion au Québec. Mais le roi des rois sert humblement sa clientèle rue de la Traverse à Tadoussac. Le vrai des vrais, c'est lui, Claude Lapointe dit Leblond. Insatiable, sa cour dévore les meilleurs hot dogs qui soient, les meilleures frites qui existent, les meilleures poutines qui puissent s'imaginer. À l'entendre, tous ces sujets sont issus de la même famille, les Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, vous manquez des frites, des Tremblay? Vous manquez des frites, non? Oui, des frites. Ouais. Parfait. Bon, ben, c'est combien? 4 et 25. OK, 25. Et voilà. C'est pas la première fois que vous mangez des frites? Non, non, ça fait quelques fois et c'est super, et l'accueil est aussi super. Ah oui? On a un personnage en avant, puis c'est aussi intéressant que les frites. Tremblay. Êtes-vous un monsieur Tremblay, vous? Non. Votre vrai nom, à part Tremblay, quand vous... Ouellette. C'est Ouellette. OK, Tremblay. Marche. Bien sûr, quand on est roi, on peut se permettre d'appeler tout le monde monsieur ou madame Tremblay. Pourquoi pas? Vu que je les connais pas, ça fait vu que ça vient du Lac-Saint-Jean, un peu partout de la province, ça fait que... C'est le même qu'on fait voir. Ouais, ils viennent pas tous du Lac-Saint-Jean. Non, pas tous. Non, ils viennent pas tous du Lac-Saint-Jean. Mais non, c'est fier, voyons. Champion 2. C'est très bon pour faire une conversation. Ouais. Ah oui, puis ça fait rire les gens, ça pogne. Ouais. Des fois, c'est des vrais Tremblay. Ouais. Ça fait que dans ce cas-là, c'est plus plaisant. Le roi Claude prétend qu'il n'a pas vraiment de recette miracle. Et si chez lui c'est meilleur qu'ailleurs, cela est dû avant tout à la qualité de sa clientèle. Une clientèle cosmopolite que lui envierait bien des restaurants plus guindés. Vos clients, ils viennent d'où, à part du Lac-Saint-Jean? Oh, ça vient de Toronto, New York, Halifax, Vancouver. Il y a un des Inuits du Nord qui n'a pas descendu manger mes frites. La notoriété du roi de la patate a franchi depuis belle lurette les limites de son royaume. La roulotte à patates frites est inscrite dans le Guide canadien des routards, publié en France. Enfin, ne manquez pas la roulotte à patates de Claude Lapointe, située 452 rue Bateau-Pasteur, à la sortie de Tadoussac, après le camping. Il y a les hot dogs et les hamburgers, ainsi que la meilleure frite du Canada. Difficile à croire, mais le fabricant de frites de Tadoussac a fait parler de lui dans la presse internationale. Le Globe and Mail de Toronto et le New York Times ont, parmi d'autres publications, reconnu qu'il s'agissait sans aucun doute du roi des rois de la patate. Sont-ils à votre goût, oui? À Toronto, ils font pas des frites comme ça, quoi? Ah non? Ils font pas de frites à Toronto. Je vais t'ouvrir de déménager ma bicotte à Toronto. Hein? Je vais t'ouvrir de déménager à Belleville, quoi. Un peu comme dans un palais qu'on visite, les clients laissent leurs commentaires à la sortie sur de petits bouts de papier qui s'entassent pêle-mêle sur le comptoir trop encombré. Des messages d'admiration, tous, sans exception, même de la part des Belges qui s'y connaissent pourtant en royauté et en frites. Bref, de tous les rois que compte la planète, celui de Tadoussac vaut certainement le détour. Un autre frite, les Tremblay sur ce bidon. Les choses changent. Le paysage reste le même, certes, mais certains signes ne trompent pas. Nos braves vaches laitières, à leur tour, doivent partager leur espace avec les membres d'une espèce minoritaire, quoique de plus en plus visible, les lamas. Le Québec, tout comme le reste de l'Amérique du Nord, est entré dans l'ère de la lamamanie. On dit du lama qu'il est l'animal le plus écologique qui soit. Il mange peu et ses pieds coussinés ne détériorent pas le sol.
Et puis, regardez-moi ces grands yeux qui semblent vouloir sonder votre âme. Jerry Facette et sa compagne Caroline Boucher de Pintendre, sur la rive sud de Québec, sont littéralement tombés sous le charme de ce mammifère ongulé qui, sous des airs de grandeur, cache un noble cœur. Éleveurs depuis plusieurs années, ils avouent leur dépendance envers l'animal. J'ai souvent comparé les lamas à un plat de croustilles, de chips en bon français. C'est qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus déposer le plat. Ils sont très attachants, en fait, de par c'est peut-être leur curiosité qui fait, puis en même temps, leur indépendance. Alors, ils sont très curieux. Ils vont, si on travaille dans les champs, ils vont être autour de nous. Quand on quitte pour quelques jours, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va à la grange, puis on va voir les animaux. Ils ont mangé. La ferme du noble lama compte plus d'une vingtaine de bêtes, des pensionnaires que l'on soigne, évidemment, aux petits oignons. Ce sont des animaux dociles qui s'adaptent facilement au climat canadien. Mais les lamas restent avant tout des experts dans le transport de charge. On trouve que c'est pas digne d'un lama de porter une personne. Un lama a de l'air beau et fier quand il est chargé de bagages, et on trouve qu'il a de l'air écrasé avec une personne sur le dos. Je prétends ne pas être de ce type-là, mais effectivement, le lama a une allure très, si on peut se permettre l'anglicisme, snob, oui, c'est ça. Et comme je disais plus tôt, de là est venu même le nom de notre ferme. Notre ferme s'appelle la ferme Noble Lama, parce qu'on trouve qu'effectivement, c'est un animal qui a l'air très noble et sûr de lui-même, évidemment. On peut être snob, vaillant, tout en étant bête de somme. Ces animaux qui ont transporté l'or dérobé aux Incas par les conquistadors pourraient bien faire la fortune d'organisateurs d'expéditions de trekking. On commence d'ailleurs à les appeler les chameaux nordiques. Deux des bêtes de Jerry sont devenus les premiers lamas à gravir les monts Grou dans le Nouveau-Québec. Je veux dire, toi non plus. Fait que là, ben, je me demandais donc ce que j'avais fait. Hein. Fait que après le souper, j'ai tout lavé la vaisselle, cliné le comptoir. Oh, j'ai même lavé la porte du frigidaire. Elle était pas sale, mais on sait jamais. Et puis là, ben, je suis allée dans le salon. Puis là, ben, mon Roger, il m'attendait, là, bien calme. Et puis là, il dit, tiens, regarde ça, regarde bien ça. Fait que là, j'ai regardé, mais c'est parce que j'ai pas vu tout de suite, là. Mais après ça, ben j'ai vu comme lui, il avait vu. C'est parce que c'était les bulletins de Jaco puis de Francine. C'est parce que leurs notes avaient baissé, puis baissé, puis baissé, ben, depuis que j'avais commencé à travailler l'épicerie. Hein. Puis, ben, je m'en étais pas aperçue avant. C'est mes enfants à moi, hein. Mais ils ont bien de la chance d'avoir un père comme ça. Oh, ben, vous comprenez bien que j'ai lâché l'épicerie. Hey, pas question de leur faire manquer leur année. Je suis toujours à la maison, là, je sors plus. Puis quand ils ont besoin de moi, je suis là. Oh, puis ça va bien mieux. Puis Roger est bien de bonne humeur. Même qu'un soir, là, il dit, en rentrant, il dit, « Ah ouais, ma nounoune, je t'amène en ville. » Puis là, ben, il m'a amené dans le magasin de linge le plus chic de la ville. Et puis en rentrant, là, ben, tout fort, c'est devant tout le monde, il dit, « Ah ouais, prends-toi la robe la plus chère. » Et puis là, ben, je t'apprends d'essayer une. Elle était vraiment belle. Elle était vraiment chère. Et puis là, mon Roger, il riait, il est bien ricaneux, tu sais, il riait avec les vendeuses, puis là, il dit tout fort de même dans le magasin, il dit, c'est pas avec ton petit salaire de caissière que t'aurais pu payer cette robe-là, puis il riait. Puis les vendeuses, ben, elles riaient aussi, parce qu'elles comprenaient, parce qu'elles devaient faire le même salaire que je faisais quand j'étais caissière, tu sais. Puis là, il est arrivé une affaire assez drôle. Il est en plein magasin, là, devant tout le monde, pendant que je riais, je suis partie à broyer. Ben, je pense que c'était l'émotion, parce que la robe était vraiment belle, mais elle était vraiment chère, tu sais, juste pour moi. Puis là, je n'étais plus capable d'arrêter de broyer. Ça ne voulait plus arrêter. Bon, ben là, mon Roger, il riait plus, par exemple. Là, il est arrivé, là, puis il m'a pris de même, tu sais, pour me calmer les nerfs. Puis là, il a dit, ça suffit tes niaiseries, ma nounoune, ça va faire. Il dit, ça va faire de pleurer tous les jours, puis la sœur devant tout le monde. Il dit, je le savais, moi. Ça t'a rendu folle d'aller travailler. T'as pas les nerfs pour ça, t'as même plus ta tête à toi. Tu vas aller te faire soigner, puis vite. Puis, ben, le médecin, il a été très gentil. Ben,
il n'a pas fait de problème, tu sais. Il était d'accord avec Roger, puis mon doux, je pense, ça faisait pas 10 minutes qu'on était dans son bureau, puis il m'a donné, là, ben, en même temps que la prescription, c'est des échantillons gratuits, hein, des... je sais pas si vous connaissez ça, c'est des activants. Oui. Oh, c'est beaucoup moins fort que les Valium, puis j'en prends pas beaucoup, j'en prends juste, ben, un le matin, puis un le soir, puis bon, des fois un l'après-midi, puis ça me calme. Ben, tu sais, je fais toute ma journée d'ouvrage tranquillement maintenant, puis Roger est bien de bonne humeur, puis c'est comme, il n'y a plus rien qui m'énerve. Ben, il n'y a plus rien qui me fait rien. Quoique, des fois encore, quand les enfants chicanent fort, ça m'énerve. Mais là, Roger, il intervient. Il dit, hey, ça va faire, vous autres. Il dit, voyez pas que votre mère n'a pas toute sa tête à elle. Rentrez dans votre chambre. Oh, il ne frapperait pas, par exemple. Hein? Non, il n'est pas pour ça, lui, non. Non, mais après ça, c'est comme les enfants, ils filent plus doux, puis moi, ben, ça me calme. Les pilules du bonheur, il n'y a pas que les femmes âgées qui en prennent. J'ai avec moi Francine Verret, qui a commencé à 19 ans. Oui. Et t'en as pris pendant 12 ans. 12 ans, à peu près, oui. OK. Pourquoi tu prenais des pilules? Pourquoi tu es allé voir un médecin qui t'a prescrit des Valium? Parce que je voulais trouver le bonheur. Oui. Oui. La pilule du bonheur, j'avais entendu parler de ça. C'est pour soigner un mal de l'âme. Tu t'aimais pas ta vie, ça allait pas? Je m'aimais pas, j'aimais pas ma vie et j'aimais pas vivre. Mais il fallait que je m'arrange pour essayer de vivre. Et quand tu as découvert que le Valium faisait de l'effet, t'en as pris un petit peu plus? Un petit peu plus. Jamais trop, parce que j'ai toujours essayé de garder le contrôle, parce que je suis bien orgueilleuse, hein. Mon paraître est très, très, très important. J'ai... Dans le langage de la consommation, on dit consommer sur les breaks. Tu consommais ces breaks. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Mais alors, bon, quand tu es allé voir le médecin, il t'a donné des Valium assez facilement. Oui. Il t'en prenait combien par jour, au début? Au début, c'était 3. Une le matin, une dans l'après-midi et une avant de me coucher. Est-ce que tu savais qu'il y avait des effets secondaires? Des quoi? Non, je lui ai pas demandé. Tu n'as pas demandé, tu étais trop contente? C'est ça. Bon, comment tu t'es sentie avec les Valium? Bien, heureuse? Relax, enfin. Le corps détendu. Oui. La tête aussi détendue. Alors, quand on est bien comme ça, c'est tentant d'en prendre? Oui. Alors, tu en as pris à 3 par jour pendant combien de temps? Je peux pas dire toujours le nombre de temps parce que de temps en temps, je sautais les prises de Valium et je complétais avec de l'alcool. Okay. Mais c'est une maladie qui est insidieuse, hein, parce que là, on parle de toxicomanie et de polytoxicomanie parce qu'il y avait l'alcool et les médicaments. C'est fréquent, ça, hein? Oui, oui. Les deux ensemble. Oui, avec pourquoi? Parce que le Valium fait pas assez d'effet, alors tu le boostes, le... Je pourrais pas parler en général. Moi, dans mon cas, l'alcool relaxait mon corps et la Valium relaxait mon psychologique, oui. Bon, il arrive, bon, que tu te maries aussi, et que tu quittes Québec, bon, qu'est-ce qui fait que tu augmentes la dose? Bien là, moi, c'est comme... Je pars de Québec et je m'en viens à Belleuil. Je suis déracinée, premièrement. Moi, je suis dépendante affective. Alors, on m'enlève de mon territoire natal et on m'amène dans un pays complètement inconnu. C'est comme si je m'étais retrouvée aux États-Unis, là, sans connaître personne. Alors, il t'en faut un petit peu plus? Là c'est beaucoup plus. C'est là que je commence mon bas fond, avec l'agoraphobie qui s'installe. Et t'en prends combien par jour? Dans ces années-là, je suis rendue à 40-50 par jour. 40 et 50 par jour? Oui. Mais tu devais être un zombie. Peux-tu prendre soin? Tu as 3 enfants. Peux-tu prendre soin de tes enfants? Peux-tu travailler? J'étais à la maison à ce moment-là. C'est-à-dire que je me levais le matin quand les enfants étaient partis pour l'école, quand mon mari était parti pour travailler, et là, je commençais. Quand les enfants revenaient de l'école, ben là, je m'habillais parce que moi, je passais mes journées en robe de chambre, avec mon café à la crème de Grand Marnier puis mes petites bouteilles de pilules dans la poche. Je sais pas si c'est question d'orgueil, parce que je suis très orgueilleuse, question de paraître aussi, mais
J'ai pensé que ça paraissait pas, jusqu'au jour où j'ai trouvé une photo d'un des anniversaires des enfants, et c'est moi qui étais derrière, puis je me suis pas reconnue. Je pesais à peu près 90 livres. J'en pèse 118, là. Fait que... Tu faisais 90 livres, parce que tu n'as pas faim à ce moment-là. Pas du tout. Pas du tout. Et ton mari, comment il prenait ça d'avoir une femme qui était... Mon conjoint, il est pas là. Il n'est pas là non plus? Il n'est pas là, non. Il n'est pas là, alors tu restes seule. Faut que je m'organise toute seule. Dis-moi, trouver 50 pilules par jour, comment on fait ça? Par manipulation. Premièrement, moi, j'allais voir le médecin. Pour avoir, mettons, du Valium, je m'organisais pour y jouer le scénario qui allait avec la prescription de Valium. Pour avoir de l'Ativan, je jouais le scénario pour qu'il me prescrive l'Ativan. Mais moi, j'étais un petit peu style cocaïnomane. J'avais mon petit miroir, ma lame de rasoir. Oui. Je coupais mes médicaments en deux. Je complétais avec des produits tablettes. Qu'est-ce que tu appelles des produits tablettes? Des produits tablettes, c'est des produits qui sont vendus en pharmacie, sans prescription. Des somnifères, des... Style Sominex, là. Oui, OK. Ouais. OK. Alors, plus, mais 50, oui. Francine, 50, oui. Qu'est-ce que tu fais? Avec des produits naturels. Aussi? Oui, parce qu'il y avait du Relaxol, alors, du calmant. Alors, tu deviens très habile, une vraie pharmacienne, finalement. Très, oui. Oui. Mais il y a des médecins qui prescrivent quand même, écoute, combien? Si tu en prends 50 multiplié par 7, c'est 350 pilules par semaine. Oui, oui. Il y en avait qui... Madame Bertrand, je me suis déjà intoxiquée avec des produits naturels. Alors, je triplais et je quadruplais les doses. Donc, on peut toujours, même de nos jours, trouver des médicaments, Oui. Et est-ce qu'il y a un médecin qui, un jour, t'a posé des questions en te disant, écoute, là, tu y vas pas un peu fort? Et le médecin qui m'a prescrit dans mon bas-fond, là, il m'a dit, Francine, considère ça comme des béquilles. Moi, dans ma tête, ça a fait, moi, c'est une chaise roulante. Je l'ai pas dit. Oui. Mais il ne savait pas que tu en prenais autant que ça. Non. Et que tu prenais d'autres produits pour... Bon, il est arrivé que ce que tu appelles ton bas-fond, ça a été que tu fonctionnais plus. Tu devais être... Tu te fais, écoute, 90 livres, pas manger. Oui, puis dans mon bas-fond aussi, j'ai eu un cancer du col de l'utérus. Fait que j'étais obligée d'avoir un traitement au laser, d'être suivie pendant 2 ans. Ensuite est arrivée la séparation, le divorce par après. Et maintenant, comment tu t'en es sortie? Moi, c'est... je vous disais tout à l'heure que je crois pas au hasard. C'est un signe qui vient d'une puissance. C'est un certain matin, dans mon bas-fond, j'ai ouvert le Journal de Montréal et il y avait des lettres que des dames avaient écrites à une madame la ministre dans ce temps-là, je ne me rappelle pas de qui. Puis la dernière lettre que j'ai lue, je pensais que c'était moi qui avais écrit au journal. Tellement c'était ça. Oui. Puis ça parlait des centres de femmes. Alors, j'ai pris l'annuaire de la Rive-Sud. J'ai cherché centre de femmes. J'en avais un à Belleuil. J'ai appelé tout de suite. J'ai demandé si je pouvais aller prendre un café. Elle m'a dit oui. Ça ouvrait à 9h. À 9h02, j'étais là. Les autres m'ont parlé de fraternité anonyme parce qu'ils ont vu que je filais pas beaucoup, là. Puis, suite à ça, je suis allée dans une fraternité anonyme chez Alanon, parce que moi, mon conjoint consommait. Mais je pensais que je consommais parce que lui consommait, puis qu'il me faisait consommer. On s'en fait des scénarios. Et j'ai découvert que j'ai commencé à consommer, j'avais 16 ans, j'étais pas mariée. Alcool. C'était pas ça. C'était pas la faute. Bon, maintenant, pendant tes grossesses, as-tu consommé? Non. Tu n'as pas consommé, mais tu reprenais après. Maintenant, tu ne prends rien depuis combien de temps? Depuis 1988. 1988. Oui. Ton mal de vivre, comment il va? Je dirais pas qu'il va très, très bien, mais il va de mieux en mieux. Ouais, sans pilule? Sans pilule. Sans alcool? Avec le mode de vie des alcooliques anonymes, un jour à la fois. Oui. Et maintenant, tu travailles auprès des femmes? Auprès des adultes, hommes et femmes. Hommes et femmes qui ont des problèmes de toxicomanie. Oui. Quelle sorte de femmes tu rencontres? Est-ce que c'est les mêmes sortes de... Il y en a de toutes les classes de la société. Il y en a des femmes au foyer, il y a des femmes sur le marché du travail, il y a des femmes séparées, il y a des femmes battues. Beaucoup. La plupart ont été incestuées. Alors, ces femmes-là ont de l'espoir. Ton centre s'appelle le Pavillon du Nouveau Point de Vue à Lanoraie. À Lanoraie, oui.
Alors, il y a des endroits où les femmes peuvent aller, comme toi, tu es allée te réfugier. Il y a des endroits pour en sortir. Oui, c'est des thérapies de 21 et 28 jours. C'est basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. On explique la maladie, parce qu'on se déculpabilise à un moment donné, parce que moi, je pensais que j'étais folle, là. Mais c'est pas ça. C'est une maladie. C'est très important. La dépendance. Oui, c'est très important. L'image qu'on a des femmes qui prennent des pilules, c'est des images, bon, de filles très poquées. C'est extraordinaire que toi, une belle fille comme ça, jeune, que tu es passée par là. 50 pilules par jour pour en arriver maintenant à ce que tu es. C'est une belle expérience. Je te félicite. Merci. Je te félicite. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, toutes sortes de femmes possèdent une boîte de pilules. Pas toujours dans cette boîte-là, des fois c'est dans tous les tiroirs de la maison. Ariane, c'est une femme qui réussit, qui a une boutique de vêtements, qui est designer, qui a une fille merveilleuse. Et pourtant, Ariane, tu prends des pilules de bonheur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'on vient de la génération où est-ce qu'on est habitué de prendre, je sais pas, de l'alcool pour fêter, des médicaments pour se réveiller, pour faire performer, des médicaments pour dormir. On est habitué d'avoir des solutions rapides. Et je pense que je me suis fait prendre au jeu en voulant performer. C'est sûr que si j'avais fait la fête, là... il fallait que je dorme vite pour me réveiller tôt le matin, pas avoir trop de séquelles de ma soirée. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé tranquillement comme ça. J'étais pas du tout habituée aux médicaments. Mais c'est une solution un peu facile, là, qui me rentre. T'avais quel âge quand t'as commencé? Oh, ben, l'alcool et tout, j'ai commencé tôt, comme ma génération, j'allais dire. Mais les médicaments, j'ai commencé vers 31 ans, donc ça fait à peu près 10 ans. Ça a été facile pour toi de demander à un médecin d'avoir des pilules? Tu prenais des Xanax? Des Xanax. Xanax, ça s'appelle. C'est quoi à peu près? C'est comme les activants, à peu près. C'est très facile à avoir chez le médecin, c'est légal, c'est sûr, mais moi, j'ai commencé de manière légale quand j'ai mon ami qui est décédé d'un accident tragique. Disons que ça a été une bonne raison pour aller voir le médecin. Parce que je tremblais, je devenais un peu dépressive, je dormais mal, moi qui dors très bien habituellement. Au lieu de passer par-dessus cette période, de passer à travers cette période, j'ai pris la solution des médicaments. Donc, au début, c'était très, très lent, parce que moi, je prêchais l'équilibre dans tout, puis la bonne santé, mais ça faisait pas de tort. J'étais ignorante sur ça. J'ai jamais eu des parents qui prenaient des médicaments ou rien. Donc, une fois de temps en temps, je prenais ça. Puis un peu plus... À mesure que le temps passait, là, j'en prenais de plus en plus. Dans la semaine. Et je me suis fait prendre au jeu. Incapable de t'en passer. T'en avais partout dans la maison? T'en avais partout? J'en prenais tous les jours. Ensuite, c'est devenu le matin, le midi, le soir. Dès qu'on avait une émotion forte, je prenais une pilule. Je me sentais calme, je reposais, j'étais au-dessus de tout, là. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrêtes? Ça a été le bas fond, parce que ma petite fille, à l'époque, avait 8-9 ans. Et puis, le matin, je préparais toujours son déjeuner et tout. Puis, à la fin, ma petite fille me criait dans les oreilles pour me réveiller. Puis, j'entendais rien. Mais ça t'empêchait pas de travailler. Tout ce temps-là, t'as travaillé. Ça m'empêchait pas de travailler. Ça m'empêchait pas de travailler jusqu'au moment que j'ai commencé à réaliser les effets secondaires du médicament. C'est quoi? Je commençais à avoir des trous de mémoire terribles. Je commençais à en avoir de plus en plus besoin. Je commençais à paniquer. Dès que je voyais qu'il m'en restait une ou deux, c'était la panique. Je devais m'arranger pour
aller me chercher d'autres réserves. Ça devenait obsessif. Je ne pouvais pas penser à d'autres choses. À penser à d'autres choses. Et tu choses. as toujours eu de la facilité à en trouver? Pas toujours. Vers la fin, j'ai eu beaucoup moins de facilité. Jusqu'à temps que je sois allée dans un CLSC, voir une femme médecin qui m'a dit, écoutez, Ariane, c'est fini, vous devez faire une thérapie. Et moi, je croyais pas à ça. La thérapie, je connaissais pas ça. Je pensais pas qu'on pouvait, en suivant une thérapie, on pouvait se désaccoutumer de quelque chose de physique. Moi, je voyais pas le rapport du tout. J'étais ignorante. Et c'est comme ça que, effectivement, là, elle m'en a prescrit pour 10 jours seulement. J'ai dû prendre des procédures pour aller en maison de thérapie. Bon, mais qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que toi aussi, bon, j'emploie un mot anglais, tu doublais, je voulais dire booster, tu doublais l'effet par de l'alcool? Moi, c'était l'alcool, c'était l'alcool, la cocaïne et les médicaments. C'était ensemble, moi. C'était pas des grandes quantités, mais c'était la fête avec les trois. Donc, si je prenais de la cocaïne, je prenais une pilule pour être capable de dormir après. Parce que c'était un excitant. C'était un excitant. Et si je prenais de la cocaïne, c'est parce que je ne pouvais pas supporter l'alcool. Je devenais tout de suite malade. Donc, vous voyez, c'était pour essayer d'avoir une vie autre que le travail. J'essayais de m'exciter avec d'autres choses. Ce qui est trompant avec les pilules et la cocaïne, bon, c'est que les effets de l'alcool, tout le monde connaît ça. Tout le monde a vu son mononcle sous, son frère sous, sa sœur saoule. On sait qu'est-ce que c'est un gars sous. Mais les pilules, on ne le sait pas. Non. Moi, je suis allée à ton magasin, puis j'ai pas vu ça. Non, c'est ça qu'on aime, c'est qu'on fonctionne très bien. Au contraire, c'est que ça nous aide à fonctionner, ça nous aide à prendre les clients plus calmement. La vie est quand même assez belle. C'est juste qu'au jour, ça fait plus l'effet qu'on demande et qu'on devient très dépressif et qu'on n'est pas capable de surmonter la montagne, si on veut. On a l'impression qu'on en a trop sur les épaules. J'avais l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Je dormais 12 heures par nuit et je me réveillais fatiguée. Ce qui a été ma grande découverte, c'est quand j'ai commencé à dormir dans un sommeil naturel, comme c'était bénéfique par rapport aux 12 heures de sommeil sur les médicaments. Est-ce que tu me dis, toi, tu travailles dans une maison qui s'appelle l'Auberge du Nouveau Chemin. C'est à où, ça? C'est à Val-David. À Val-David. Alors, est-ce que tu me dis, d'après ton expérience, que la plupart des femmes qui prennent des pilules prennent aussi soit de l'alcool, soit de la cocaïne? Souvent, mais c'est pas tout le monde. Il y a des dames, ça dépend des... Non, c'est vraiment à chacun. De ma génération, beaucoup, on mélange les trois, c'est bien sûr. Et maintenant que tu es sortie de ça, comment tu te sens? Ton mal de vivre, est-ce qu'il a continué? Comment tu te sens? Le moment que j'ai arrêté les médicaments, ça a été une liberté pour moi. Très, très grande liberté. Parce que je vais vous dire une petite anecdote, là. J'étais aux Îles Vierges. À un moment donné, je ne buvais pas, je ne prenais pas de cocaïne. J'étais là pour me reposer. Et je me suis vue être obligée de prendre cette petite pilule, qui était une par jour, mais pas être capable de m'en passer. J'étais dans un paradis et j'aurais été prête de revenir s'il m'avait manqué une pilule. Alors, ça aussi, même, ça a été un choc. Ça, oui, même quand tout est donné, les îles Vierges, tout le luxe et tout, il te faut cette petite pilule pour être peur heureuse. de ne pas être capable de dormir. Moi, j'avais peur de faire de l'hyperventilation, c'est-à-dire de manquer d'air. Et c'est la panique qui vous prend. Oui. Depuis combien de temps, Ariane, t'es sobre? Ça va faire 15 mois. 15 mois? Oui. T'es contente? Ah, très contente. Et c'est pour ça que tu viens de dire. On peut arrêter, puis on est bien après. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de renseignements. C'est important. Merci, Ariane, d'être venue. T'es brave. Merci. Merci. Bon, maintenant qu'on a vu que prendre des pilules pour le bonheur, ça peut mener à une compulsion, ça peut mener à une intoxication même. J'ai invité
Hélène Charret, qui est travailleuse sociale, et Nicole Gravel, qui est intervenante en toxicomanie. Mais avant, vous deux, de vous parler, je voudrais parler au docteur Pierre Lalonde, qui est psychiatre à Louis H. Lafontaine, et qui va m'expliquer exactement c'est quoi les pilules, puis qu'est-ce que ça fait, puis les effets secondaires. OK. On va commencer par Prozac, parce que c'est la mode, c'est la nouvelle pilule. Bon, tous les journaux du monde ont des articles de 3 pages sur cette nouvelle pilule du bonheur. C'est ça. En fait, dans ce qu'on discute ce soir, il y a 2 grandes catégories. Okay. Les antidépresseurs, l'exemple du Prozac, qui est le nouvel antidépresseur, mais il y en a 5-6 autres de la même catégorie. Antidépresseur, antidépression. C'est ça. OK. On est déprimé, on y va. Pas tout à fait. Okay. Parce qu'il y a quand même des sortes de dépression sévères qui méritent d'être traitées par le Prozac ou d'autres sortes d'antidépresseurs. Et sans ça, les gens risquent de se suicider s'ils n'ont pas un traitement efficace. Une vraiment grosse dépression ou... Avec la tristesse, des pleurs, des idées suicidaires, perte d'appétit, perte de sommeil, etc. Donc, il y a vraiment des symptômes assez caractéristiques qu'un médecin ou qu'un psychiatre est capable de retrouver. Mais il y a aussi la tristesse, il y a aussi des événements de la vie quotidienne qui nous attristent. Ça, c'est pas de la dépression, ça. C'est normal d'avoir des émotions par le moment. OK. Oui, mais le mal de vivre, ce qu'on appelle le mal de l'âme, le mal de vivre, mes deux invités tantôt ont beaucoup parlé qu'elles avaient de la misère à vivre, elles s'aimaient pas, le peu d'estime de soi. Ça, est-ce que ça doit se soigner? Parfois, oui. Parfois avec des médicaments, parfois par l'entraide, parfois par des échanges, parfois par un meilleur soutien social. Parfois par des thérapies. Parfois par des thérapies. C'est vraiment la zone grise, ça, où c'est plus difficile de se décider de quelle catégorie ça fait partie. Bon, il y a Prozac, là, qui supposément n'a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance. C'est la pilule miracle, là. Actuellement, c'est démontré que ça n'a pas d'accoutumance, mais ça a quand même des effets secondaires. Ça donne de l'excitation. Docteur Lalonde, je me souviens très bien d'avoir fait, au début de mes émissions, il y a 15 ans, une émission, puis où on me disait que des Valium, il n'y avait pas d'accoutumance. On s'est réveillé avec une méchante accoutumance. C'est les Valium et les autres anxiolytiques, ça, c'est l'autre catégorie de médicaments qui sont contre l'anxiété. Effectivement, c'est démontré actuellement qu'à peu près 5 à 6 % des gens risquent de développer une accoutumance. Sauf qu'on ne sait pas au départ lesquels vont développer une accoutumance. Il y en a qui vont en prendre une de temps en temps. Par exemple, quand ils font des vols transatlantiques qui ont besoin de dormir. D'autres vont prendre un somnifère de temps en temps. Mais là-dessus, il y en a qui vont avoir besoin d'augmenter. Et d'augmenter, comme certains des invités avaient, à en prendre 60 par jour. C'est vraiment impressionnant. Oui, et c'est dangereux et c'est grave. Là, c'est plus sérieux parce que ça donne des... OK. Là, j'ai parlé des antidépresseurs. Bon, il y a Prozac. Qu'est-ce qu'il y a comme antidépresseurs, les noms, les autres médicaments? Dans les nouvelles... L'ancienne catégorie, les plus connus, c'était Tofranil, Elavil, Surmonté, etc. Dans la nouvelle catégorie, le Prozac était le premier, mais il y en a d'autres comme le Zoloft, le Paxil. Il y en a 5 ou 6 autres maintenant qui sont sortis, qui sont à peu près de la même famille et qui sont moins connus parce qu'ils sont venus après, mais qui ont les mêmes effets. Les anti-anxiétés. Je ne vais pas le dire, ce mot-là, je ne suis pas capable de le dire. Anxiolytique. Anxiété, briser l'anxiété. Bon, il faut briser l'anxiété. Alors, tu as un examen, OK? Tu as un examen. Bon, moi, je pense aux comédiennes là, qui ont à faire des performances. S'il fallait qu'avant, pour tuer le trac, elles prennent des pilules, c'est dangereux. Après ça, il t'en faut 2. Il y a ça, puis c'est que si on a pas assez d'anxiété, comme de venir ici ce soir, là, c'est quand même anxiogène, à cause de l'anxiété chez bien des gens. C'est quand même utile, cette anxiété-là, parce que ça nous permet d'être productifs. Si on s'endort ou si on est trop ralenti par une médication, comme des anxiolytiques, ben là, on est moins performant. C'est pas souhaitable. Bon, alors, les somnifères, où ça rentre là-dedans? Les somnifères, c'est une variété de médicaments contre l'anxiété qui sont pris le soir. Le Valium, l'Ativan qui a été mentionné, le Xanax même, les Dalman, c'est tous de la même famille qui peuvent être pris soit dans la journée sur une courte durée d'action, soit le soir sur une action plus puissante pour favoriser l'endormissement. Bon, le problème, qui décide? Bon, les femmes qu'on a vues tantôt, elles disent on a été très manipulatrices. On est capable de jouer la comédie à un médecin pour qu'il nous en donne des pilules. Quand on en prend 50 par jour, faut en avoir. Bon, est-ce qu'il y a des lois plus sévères maintenant chez les médecins pour moins donner de pilules de ce genre? Des lois, pas vraiment, mais une éducation. Vous avez cité tantôt les années 70 où les mouvements féministes ont soulevé ce problème-là.
Et depuis ce temps-là, les médecins sont beaucoup plus circonspects quand il s'agit de prescrire ces médications-là. D'habitude, ils prescrivent pour de courtes périodes, idéalement, avec un suivi attentif. Il peut arriver que ça soit encore prescrit d'une façon prolongée, d'une façon inattentive, mais ça devrait être beaucoup moins fréquent. Bon, les effets secondaires de ces pilules-là, en plus de donner de l'accoutumance, est-ce que ça se mêle à d'autres médicaments? Par exemple, des Valium, du Prozac et de l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça rend ivre plus rapidement, ça rend de la confusion, c'est plus embêtant. C'est comme pour les personnes âgées qui prennent des pilules pour le cœur, pour les poumons, pour la tension, et en plus des activants. Alors, s'ils se mettent à mélanger toutes sortes de médications comme ça devient très compliqué parce que les effets secondaires augmentent. Alors, les effets secondaires, c'est surtout de la confusion, des malaises, perte de mémoire, manque d'attention. Et si ça devient plus sérieux, bien, ça peut être des chutes, des fractures. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je vais demander à Nicole, tu es intervenante dans une maison pour femmes. Bon, elles arrivent dans quel état, ces femmes-là? Elles ont pris quoi, d'abord? Bon, dans notre maison, on a des femmes qui prennent des médicaments. Il y a des mélanges, alcool, drogue. Les femmes qui arrivent, qui prennent des médicaments, toutes les femmes arrivent à l'auberge dans un piteux état. Je dis que la majorité des femmes arrivent avec des idées suicidaires. Elles n'en peuvent plus, beaucoup avec des tentatives de suicide aussi. Alors, c'est comme la vie est terminée maintenant. On va essayer ça, mais après, là, c'est pas certain qu'on va vivre. Qu'est-ce qu'elles ont pris comme médicaments dans la plupart des cas? Des médicaments que vous venez de mentionner, il y a le Xanax, qu'on parlait tout à l'heure, Rivotril, Prozac, voyez-vous ça à l'horizon? Mais le Prozac, on considère que c'est un antidépresseur. On ne touche pas à ça. Ce n'est pas des médicaments qui gèlent, qui intoxiquent. Nous, on enlève les médicaments qui créent de l'accoutumance. Prozac, ça gèle pas. Ben là, il peut y avoir des discussions maintenant que peut-être ça gèle, mais c'est pas notre but. Quand on parle de geler, là, on parle de geler les émotions. Oui, mais on ne touche pas aux antidépresseurs. Il y a un médecin qui vient à l'auberge, ne touche jamais aux antidépresseurs. On va enlever le Rivotril, les Xanax, les activants. Oui. Tous ces médicaments-là où les femmes ont de l'accoutumance, puis elles en prennent plusieurs. Un antidépresseur, habituellement, elles en prennent une par jour. C'est prescrit une par jour, rarement plus. On touche pas. Bon, elles ont pris des pilules pendant combien de temps quand elles arrivent chez vous? Je dirais une moyenne autour de 10 ans. Ça va souvent plus, quelquefois moins. Je peux faire une moyenne, je dirais, ça fait au moins une dizaine d'années qu'elles prennent des médicaments. Ce qui me surprend, moi, c'est qu'elles ont pris ces médicaments-là parce qu'elles avaient un mal de vivre et elles se retrouvent 10 ans après avec un mal de vivre encore plus grand. Absolument. Absolument. Parce que le médicament qu'elles prenaient au début pour pas sentir leurs émotions, pas sentir l'anxiété, ça l'a gelé, ça l'a arrêté un peu. Mais à un moment donné, le médicament ne donne plus ce qu'on lui demandait. Calme plus. Va créer de l'anxiété. Là, ils doublent, ils triplent, ils sont dans un cercle infernal. Puis aussitôt qu'elles ne touchent pas aux médicaments, elles le sentent, leur anxiété. C'est de l'angoisse. Fait que là, elles reprennent des médicaments. Là, elles n'en peuvent plus. Puis souvent, c'est découvert aussi dans leur milieu. Ouais. Ils traînent, ils oublient leurs pilules. Il y a une découverte qui se fait au niveau de l'entourage. La honte. Ouais. La cure dure combien de temps chez vous? Pour les femmes qui prennent des médicaments, 28 jours. C'est difficile. Moi, il y a un alcoolique qui m'a déjà dit ça a été pire de me désintoxiquer des Valium que de me désintoxiquer de l'alcool. C'est ce que je constate, moi. En tout cas, le sevrage aux médicaments est excessivement difficile et c'est aussi c'est physique, c'est très psychologique. Oui. Parce que juste à penser que là, on va peut-être diminuer une pilule, l'anxiété arrive, qui est grande, grande, grande. Ça double. Si on pense qu'on ne peut pas vivre sans ça et qu'on pense qu'on va te les enlever, ça doit être épouvantable. Est-ce que, docteur Lalonde, est-ce qu'il y a une dépendance physique ou psychologique dans le cas des Valium puis des activants? Les deux. Quand on est pris pour augmenter, comme vous le mentionnez, et qu'on est rendu à 10, 15, 20, 30, là, c'est une dépendance physique. Et quand on arrête ça, tout comme l'alcool d'ailleurs, ça crée un syndrome de retrait. La dépendance psychologique, c'est plus les gens qui prennent une activant tous les soirs avant de se coucher et qui n'imaginent pas qu'ils pourraient dormir s'ils n'en prenaient pas. Ils n'ont pas d'accoutumance physique, ils n'auraient pas de syndrome de retraite, mais ils en ont besoin. OK. Hélène, tu es travailleuse sociale dans un groupe communautaire qui s'appelle Élixir
puis vous faites de la prévention. Comment vous faites de la prévention? D'abord, on fait de la prévention auprès de Madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire que on ouvre sur le sujet, comme on fait ce soir. On parle des modèles de consommation qui touchent les femmes plus particulièrement. Aussi, on regarde avec elles quelles sont leurs attitudes, leurs comportements, aussi face à la consommation, entre autres, de médicaments. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est on travaille avec elles à très court terme sur des facteurs qui peuvent amener la consommation, entre autres les facteurs de stress. On regarde des moyens avec elles, soit dans leur milieu de travail ou à la maison. Puis aussi, on a regardé aux alternatives à la consommation. Ça, c'est dans un premier temps. C'est quoi les alternatives à la pilule? C'est quoi l'alcool? Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Mais quand on n'en prend pas, on peut en trouver avant d'en prendre. Mais c'est évident que quand on se retrouve avec des femmes qui consomment, là, on trouve d'autres moyens. C'est-à-dire, normalement, on réfère, on consulte aussi d'autres thérapeutes. Quelquefois, il y a besoin d'une maison, d'une thérapie en réadaptation. Bon, ta maison, toi, est située où? C'est où? Nous, on est en Estrie, on est à Sherbrooke. On est le seul organisme en prévention toxicomanie. On fait de la prévention, comme je vous ai dit tantôt, auprès de l'ensemble des femmes, prévention, promotion, mais aussi on fait de la prévention qu'on dit secondaire et on consolide aussi, on a un réseau d'entraide suite à une démarche de réadaptation. Pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que les femmes les hommes vont prendre de l'alcool, vont boire de la bière, vont vraiment prendre un coup quand ils ont de la peine, prendre un coup quand ils ont une peine d'amour, et que les femmes vont aller vers les pilules? Avez-vous des réponses à ça? Moi, j'aurais une réponse, en tout cas. Oui. Les femmes, c'est, en général, là, les femmes, c'est pas très accepté qu'elles aient des humeurs. On les traite d'hystériques, qu'elles fassent des crises, qu'elles s'expriment. Puis souvent, elles vont crier parce qu'elles accumulent, elles accumulent. C'est pas pris, ça. On l'accepte pas. Puis les femmes, elles ont appris la soumission. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. On prend une petite pilule, on est bien vu, on est accepté comme ça. Moi, c'est ce que je constate, une grande majorité des femmes que je vois, là, que je rencontre, avec qui je travaille, absolument. Pas le droit de crier, pas le droit d'être en colère, pas le droit de pleurer trop parce que ça dérange. Oui. Alors, oui. La petite pilule égalise le caractère. Puis aussi, l'image. On a beaucoup d'image que la bonne mère, la bonne femme, là, sans jeu de mots, elle va pas... C'est toujours égal. Elle n'a pas trop d'émotions, elle. C'est toujours égal. Faut pas déranger. J'ai une bonne femme, elle a le caractère égal. Elle a le caractère égal. Les adolescentes, est-ce que vous... Ah, tu fais de la prévention, les adolescentes? Les adolescentes consomment, par rapport aux adolescents, 2 fois plus. Sauf que, statistiquement, les adolescentes, c'est la catégorie de femmes qui consomment le moins. C'est les aînées, c'est les femmes aînées qui consomment le plus. Mais on se retrouve, par contre, avec des modèles de consommation, si on regarde l'alcool ou les drogues, similaires aux hommes par rapport aux adolescents. Mais les adolescentes, c'est celles qui consomment le moins, mais qui vivent quand même un niveau de détresse psychologique très important à cause de la phase d'adolescence, puis aussi tout le contexte social. Mais c'est quand même la catégorie de femmes qui consomment le moins. Tantôt, on parlait ensemble de la prise d'alcool des hommes pour geler leurs émotions. Mais une femme qui prend de l'alcool, c'est encore... Une femme saoule, c'est encore très mal vu. C'est encore très, très mal vu. C'est tabou encore dans la société. Surtout pour les femmes de 30 ans et plus, particulièrement. Puis on se retrouve encore, c'est des femmes qui ont tendance à remplacer beaucoup, à vivre leur anxiété, puis à leur remplacer tous leurs problèmes par une consommation de médicaments. Ça m'inquiète, ce phénomène-là. Est-ce que, en tant que psychiatre, ça vous inquiète, cette surconsommation de médicaments, ce recours aux pilules pour être heureux? C'est l'idéologie, parce qu'au plan scientifique, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 5 à 6 des gens qui risquent de devenir toxicomanes si des benzodiazépines ou si l'alcool est disponible. Mais dans notre culture occidentale, on se dit le mal est en nous, donc il faut être fort, le surmonter, se faire aider par des moyens naturels. Et il y a une sorte d'idéologie qui fait qu'on est un peu contre les pilules. Comme il y a des gens qui sont contre l'idée de prendre de l'aspirine quand on a mal à la tête, d'autres qui en prennent volontiers. Dans d'autres cultures, comme en Afrique, par exemple, le mal est plus à l'extérieur.
Et là, il s'agit de trouver des façons de contrôler le mal extérieur avec des incantations, des potions magiques, etc. Donc, ces gens-là pensent plus facilement qu'ils vont combattre le mal qui vient de l'extérieur. On vit dans cette culture-là. Comme tantôt l'alcool, dans notre culture, c'est vrai que les hommes combattent leur peine puis leur détresse et n'en parlent pas parce qu'ils prennent l'alcool. Pour les femmes, ça arrive fréquemment que les femmes vont consulter un médecin ou des thérapeutes en se plaignant d'anxiété et de dépression. Donc, elles risquent plus de se retrouver avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et elles risquent plus, puisqu'elles en prennent plus, de se retrouver en bout de ligne dans une maison de... Les résultats dans vos maisons de désintoxication sont bons? Il y a peu de récidives? Il y a des récidives, puis il n'y a pas de statistique qui est faite. C'est difficile à dire. Ce qu'on peut constater, c'est que quand les femmes... Moi, je dis que les femmes sont très habituées d'accepter l'inacceptable. Quand elles viennent en thérapie, elles apprennent des choses sur elles. C'est très rare qu'il y a des femmes qu'on rencontre qui se sont arrêtées, qui se connaissent. Donc, quand elles sortent, elles ont des connaissances, elles ont des outils. Ça fait que là, elles vont continuer leur chemin. Mais effectivement, puis il y en a qui vont rechuter, mais qui vont arrêter. Parce que j'en vaut la peine. Elles apprennent ça en fin de compte. Mais pour donner des chiffres, c'est difficile à dire. Je dirais qu'il y a un beau taux de succès, par exemple. Parce qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup. Les femmes qui arrivent, tu m'as dit tantôt qu'elles arrivaient, bon, elles étaient désespérées, mais est-ce qu'elles arrivent avec peu d'estime d'elles-mêmes? Pas d'estime d'elles-mêmes. Pas du tout. C'est sûr que je vous parle de la majorité des femmes. Il y a toujours des exceptions. Habituellement, pas du tout d'estime d'elles-mêmes. Pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'elles se sont tues trop longtemps. Elles viennent à croire qu'elles n'en vaut pas la peine. Elles sont dans une bulle. Hein? Et le fait de prendre des médicaments en cachette, déjà, encore une fois, culpabilité de faire une chose qui n'est pas admise, alors que les hommes peuvent prendre des coups entre eux, puis, et que c'est accepté par la société. Oui, puis c'est des mères, souvent c'est des mères. La honte, elle est tellement grande. Genre, la honte, ça ravage complètement. On se cache, la difficulté à parler. Il y a assez de maisons comme la vôtre pour aider les femmes? Est-ce qu'il y en a assez? Il y en a bien peu. Il y en a bien peu, hein? Il y en a pas, il y en a pas pour femmes seulement, c'est à peu près la seule. Hein? Il y a peu de ressources pour les femmes comme telles spécifiques. En tout cas, pour les 5 ou 6 des femmes qui arrivent à être tellement désespérées, je pense que ça vaut le coup de faire de la prévention puis d'en parler comme ce soir. Merci. Merci. Vous me connaissez, il fallait que je demande l'avis d'une psychologue, et pas n'importe laquelle. C'est mon amie Joanne de Montigny. Allô, Joanne? Bonjour. T'as tout écouté ça? Oui, j'ai tout écouté ça. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les femmes prennent-elles tant de médicaments? Je pense qu'il n'y a pas de place pour la peine de nos jours. On dirait que c'est un tabou maintenant. Hein? C'est rendu que il faut se dépêcher à guérir. Il faut pas trop parler des problèmes. Tout va vite. Avoir accès à une pilule, c'est très rapide. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que de plus en plus, on fait face à cette problématique qui augmente, d'après moi. Et ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de pertes. Il y a des pertes d'emploi. Oui. On vit dans une époque là, hein, où est-ce qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi. Puis, il faut penser aussi que les deuils, d'être cher et tout ça autour, ça en fait beaucoup à supporter. Et quand tout arrive en même temps, parce que ça arrive aussi que des gens souffrent de plusieurs pertes à la fois, et c'est comme vers quoi je vais, et la première porte où on frappe, c'est chez le médecin. Et là, on demande de l'aide, et l'aide qu'on imagine recevoir, et que peut-être qu'on imagine qu'il soit le plus rapide, c'est une pilule. Hein? Mais penses-tu que les médecins pourraient offrir autre chose qu'une pilule? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Oui. Je pense que de plus en plus, les psychologues et puis des autres intervenants de la santé, on doit se mettre ensemble pour proposer d'autres alternatives. Par exemple, une banque de ressources. Si on disait à la dame qui vient nous voir, ou à j'allais dire cet homme, mais c'est plutôt les femmes à qui on propose ça aussi, si on disait, voici, il y a plusieurs alternatives. Il y aurait l'alternative de rencontrer une thérapeute. Est-ce que vous êtes capable de faire ça?
Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez du soutien? Vérifiez un petit peu avant de procéder rapidement à donner de façon magique une façon de guérir trop superficielle parfois. Parfois, c'est absolument nécessaire. Il faut quand même comprendre ça. Mais à d'autres moments, c'est absolument geler la peine. Mais est-ce que tu penses pas qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense? Et qu'on vit au travers des malheurs. On les traverse. Oui. Et pour ça, il s'agit que quelqu'un croit en nous. Hein? Quand il y a quelqu'un devant soi, les rencontres sont importantes dans la vie. Et quand il y a quelqu'un sur notre chemin qui se met à croire en nous par toutes sortes de moyens, par une parole encourageante, tout simplement parce qu'on doit, comme intervenant, croire en l'être humain et on doit faire émerger cette force-là. On doit l'accompagner, cette force-là. On doit l'assurer aussi qu'il va recevoir de l'aide. Et c'est dans ce sens-là qu'avec de l'aide et la force de l'autre, bien, peut-être qu'on aurait moins besoin de médicaments. Hein? Est-ce que le CLSC, c'est pas un endroit idéal? Par exemple, tu vas voir le médecin, dans le bureau à côté, il y a une thérapeute, dans le bureau à côté, il y a peut-être des groupes de soutien. Oui. Dans les CLSC, c'est l'endroit idéal quand on est en détresse. Oui, je pense que de plus en plus, on s'en va vers ça, on s'en va vers des services élargis pour venir en aide aux gens qui souffrent de différents drames dans la vie, parce qu'on a à faire face à beaucoup de stress, beaucoup de peine, beaucoup de pertes. Et dans ce sens-là, on doit se réunir de plus en plus les gens et dire ensemble, les gens, les professionnels de la santé, les aidants, dire comment on va proposer différents moyens et que les gens aient le choix à tout le moins. Hein? Moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui prennent des médicaments, puis il y a des gens qui viennent me voir qui n'en prennent pas et qui n'en prendront pas. Hein? Ça dépend, il faut évaluer ça. Il y a des cas qui sont suffisamment graves où est-ce que la pilule va aider, ne serait-ce que temporairement. Des fois, je fais une analogie avec la blessure physique. Hein? On ne marcherait pas sur une jambe cassée, mais on marcherait peut-être avec un pied qui a été déchiré un peu. Et là, il faut voir dans l'âme les ravages de cette blessure. Et moi, je consulte des psychiatres pour voir un petit peu dans tel cas. Hein, est-ce qu'on doit? Moi, je voudrais te dire quelque chose. Si tu gèles par exemple, il y a la mort de quelqu'un ou une séparation, une peine d'amour. Si tu la vis pas, je suis persuadée, si tu la vis pas parce que tu es gelé, parce que tu as pris des pilules, je suis persuadée que 2 mois après, 3 mois après, tu vas la vivre, ta douleur, quand tu auras arrêté tes pilules. Ça va rebondir. Et peut-être que dans certains cas, il faut la geler au début, parce que c'est trop dur, et on l'a entendu tantôt, parfois on peut aller même à penser à s'enlever la vie. Donc, le gel, ça peut avoir du bon sens, mais quand ça dégèle, ben oui, est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Parce qu'on le voit, des deuils en différé qui peuvent être très difficiles, ou quand il arrive une perte, qui font lever d'autres deuils qui ont été gelés déjà. Et bien sûr qu'il y a un danger. De toute façon, c'est pour mettre son état un peu au neutre pendant un petit bout de temps. Mais quand est-ce qu'on va reprendre ça? Hein? Dans le cas des grands malheurs, quand il arrive, par exemple, un accident, qu'il y a un malheur et que toute une famille est impliquée, est-ce qu'on ne devrait pas se cotiser et s'offrir un psychologue ou une psychologue qui viendrait nous aider à débrouiller tout ça? Bien sûr. Oui. C'en est ça une alternative aux pilules? Oui, puis même si je suis psychologue et que j'adore mon métier, si on ne peut pas le faire, mais pourquoi pas se regrouper encore comme des bons amis, des gens qui vont aller... Et moi, j'ai des témoignages de familles en deuil qui me disent toujours, ben ça a été le petit plat qu'on m'a préparé, ça a été souvent des tout petits gestes qui ont redonné de l'énergie pour passer au travers l'épreuve. Et je suis persuadée que la grande solitude y est pour beaucoup dans le fait de se diriger automatiquement vers des pilules. On va à la pause, on revient dans quelques minutes. Dans 1 heure? Oh, pas de problème. Vous travaillez fort. Mais si on ne traverse pas, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Hein? Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la traverser, peur de regarder en face, peur de dire je vais
surmonter ce qui m'arrive, mais avec de l'aide. Je vais en parler. Et je pense que, encore une fois, une personne est capable à l'intérieur en autant... On est plus fort qu'on pense. On est plus fort qu'on pense, et quand on se sent très faible, il y aura toujours quelqu'un de fort à côté de nous pour nous donner le coup de main dont on a besoin. Je suis persuadée qu'on a la force à l'intérieur, mais je suis aussi persuadée qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur notre chemin pour nous donner la main quand on est à terre. Et à ce moment-là, parce que des soignants, parfois, ont aussi peur de la souffrance de l'autre. Et on se sent impuissant. Et des fois, c'est infiniment triste ce que l'autre vit. Et quand on pense que des gens veulent s'enlever la vie puis qu'ils trouvent plus ça drôle d'être ici, bien, à ce moment-là, c'est très triste pour l'intervenant, puis on se sent impuissant, puis on serait peut-être porté à trouver quelque chose de magique. Alors que la magie, au fond, c'est dans notre attitude d'ouverture, puis dans notre attitude d'accompagner l'épreuve de l'autre. Je crois pas qu'on s'en sort seul, mais je crois vraiment qu'il y aura toujours quelqu'un sur notre chemin. Il s'agit de demander, puis pour nous, d'offrir. Oui. Merci beaucoup, Joanne de Montigny. Je pense qu'on a cheminé, on a compris des choses avec tous les intervenants qui sont ici. Moi, je vous quitte en vous disant, on est plus fort qu'on pense. On peut traverser les épreuves sans se geler. Merci. À la semaine prochaine. Merci, Joanne. Merci beaucoup. À Jeannette Toucourt, la semaine prochaine, des hommes et des femmes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui ont pris le risque de tout lâcher pour réorienter leur carrière et leur mode de vie. Ici, Radio-Québec. Hey, t'as besoin de moi plus que tu penses. Tu peux pas partir demain. Lâche-moi. Je m'en vais avec toi, OK? Non. Je m'en vais avec toi, là, Sonny. Il me manque juste 4 piastres pour mon ticket. Tant mieux. C'est le téléroman Graffiti, vendredi 19h30 ou samedi 18h à Radio-Québec. C'est Gilles Renaud qui va nous parler de la pièce Seahorse et René Gagnon a des scoops pour nous. Et on a Robert Morin pour Yes Sir Madame. Et toi? Vous savez, la bonne vieille job, celle qu'on garde jusqu'à la retraite, mais ça n'existe plus. Au Choc du présent, on vous présente cette nouvelle race de travailleurs autonomes, contractuels et surtout inquiets. Travailler sans filet, mardi 21h à Radio-Québec. Station d'ici. Baseball, la grève est finie, mais le conflit n'est pas réglé pour autant. Détenu par Immigration Canada... Sage est une des filles les plus wild du show business québécois. Tu penses Il me semble que ça tirait. Que je peux les essayer? Ben oui, OK. Lève-toi et marche. Hey, c'est vraiment génial. J'aimerais ça peut-être qu'on trouve une paire de bottes à toi, là, moi? puis que tu pourrais nous essayer ça. Ben, si on allait dans la section gros bœuf. Est-ce que tu es insécure? Je suis très insécure. J'ai un gros problème de confiance en moi. Donc, je fronte bien des affaires. C'est probablement ce qui fait que j'aime tant ça, travailler, être quelqu'un d'autre. Pendant que tu es quelqu'un d'autre, tu peux faire des choses que tu n'oserais jamais faire dans la vie. Moi. J'ai de la difficulté à concevoir, moi, que j'ai tourné une scène dans Miséricorde en train de faire l'amour avec une religieuse dans le cale d'un bateau, tu sais. J'y pense, là, puis je peux pas croire que j'ai fait ça.
Ma femme non plus, faut pas Oui, je m'en allais dire. Et une grise, oui, je te voyais On pense tout le temps un peu au conjoint dans cette ben, situation-là. qu'est-ce que tu veux? Si c'était elle qui avait fait ça, j'aurais probablement pas aimé ça, humblement. Tu peux pas être normal puis voir la personne que t'aimes faire la chose avec quelqu'un d'autre devant plusieurs centaines de téléspectateurs. Puis évidemment, le lendemain, tout le monde fait « Hey, Gildor, t'as vu? » En tout cas. Parce que les gens confondent parfois. Oui, les gens font pas la différence. Puis dans ce temps-là, ça veut dire que tu fais bien ta job, je pense. Gildor, est-ce que tu es prêt pour le marathon de la botte de cow-boy? Allons-y, on va essayer. Prêt pour toi, on y va. OK, j'en ai une. J'en ai une comme ça. Oui? Toujours agréable. C'est bien, passe partout un petit peu. C'est pas grave, ça. J'en essaie un autre. Ça, c'est beau. Oh, pas le bon pied. C'est pas le bon pied. Ça, non, ça marche pas. Ah non, ça c'est votre voisine qui peut payer ça. C'est vrai? Oui. Ah, celle-là, c'est-tu correct? Ah non, ça, tu vois, c'est mon père en a des comme ça. Moi qui aime pas de désolé. Ben, on va en prendre 3, père. En êtes-vous dans le rose et jaune? On le sait, là, c'est une histoire ancienne que tu as rencontré ta copine en République dominicaine. Est-ce que vous pensez aller revivre là-bas un moment donné? Ben, je t'avoue que moi, à Noël, j'ai reçu une falaise en cadeau. C'est dur à envelopper quel yard, mais ouais, ma belle-mère m'a donné une falaise. Là-bas? Fait qu'un juin. J'ai l'intention de me construire une maison éventuellement pour aller passer nos rigoureux hivers là-bas. J'aimerais bien ça. OK. Puis écrire, puis peut-être enregistrer des chansons là-bas, tu sais, pourquoi pas. Je t'offre un jus de cactus. Ouais, et un double à part de ça. Mon premier rôle de cow-boy en carrière. Je sens que c'est pas ton dernier. Hang on, Colonel. Au box-office cette semaine, c'est à nouveau le film L'Épidémie, mettant en vedette Dustin Hoffman, qui occupe la première position. En deuxième place, on retrouve le film Nous étions guerriers, qui traite de violence conjugale et de la détresse des jeunes, dans cette histoire qui se déroule en Nouvelle-Zélande. Dans 2 minutes, les membres du groupe Beau Dommage prennent le forum d'assaut. Un bel ad-lib swingant ce soir en compagnie de Véronique Cloutier, Bob Harrison, Alain Dagenet et Régent Tremblay. Ad-lib ce soir à 22h. Je souhaite qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et je vous demande tout simplement de ne pas vous en faire. Ça arrive des meilleures familles, c'est pas grave. Même moi, j'aimais mieux Harmonium, alors il n'y a pas de problème. Marie-Michel, est-ce que par hasard tu viens de recevoir des roses? Ben non, moi, tout le groupe Beau Dommage. Magnifique rose de notre équipe Spectra, voyons donc. Alors, qui c'est qui va les mettre dans l'eau? C'est Marie, voyons. C'est Marie qui va les mettre dans l'eau, dans un petit pot. J'ai oublié le jour et non de la rue. J'ai oublié mes bacs sur ton piano. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un spectacle de Beau Dommage? On parle pas la bouche pleine. J'en ai jamais vu. Et pourquoi là, vous décidez de venir voir Beau Dommage? Notre garçon nous a fait un beau cadeau. C'est in d'écouter du Beau Dommage? À l'école aussi, c'est pas mal populaire encore. Là. Il y a beaucoup de monde qui écoute ça encore. Est-ce que tu as une chanson préférée de Beau Dommage? Laquelle? Sa plus belle, Ginette. 9 fois qu'en Alaska. Du haut du pont Jean-Cartier. Ah, c'est bon ça. Puis c'est la première fois qu'il chante, lui. Fait que ça va lui faire plaisir. Quand ta chanson arrive, là, 2 chansons avant, est-ce que c'est une angoisse, une hâte ou hâte que ça finisse? Hâte que ça finisse, une angoisse. La chanson qui précède, je la fais comme sur le pilote automatique en disant, bon, ma chanson, ça vient. Tu mets pas ton âme dedans? Est-ce que c'est la tienne, la chanson d'avant? Attends, oui, c'est les palmiers, mon... Attention les cœurs! Je suis donné d'entendre le bruit des vagues. Quand on dit Beau Dommage, ça vous rappelle quoi? Quelle époque? En 67, tout était beau. Ça me rappelle les belles soirées là, près d'un lac, autour d'un feu. Ça vous rappelle quoi, Beau Dommage? Mariage, en 67. Là, ça va sonner à bout de 3 ou 4 coups, puis là, j'ai bon. Allô? Là, on dit comment ça va, maintenant? Ben oui, je suis revenu. Voici une chanson qui a été écrite à une époque où on essayait de raconter toute notre vie dans chaque chanson.
Ça fait des chansons un peu longues, c'est sûr, mais c'est tellement plus agréable d'entendre ça là-dedans que de le lire dans Éco-Vedette. Famille normale, élevée dans le noir, entre la TV et le purgatoire. Tu avais quelque chose à dire de Michel Rivard, tiens. De gentil? Oui. Sur Michel? C'est terrible parce qu'il n'est pas encore là pour se défendre. Michel, c'est un bon ponctuel. Ah, c'est ça que ça veut dire. Il est ponctuel. C'est faible, mais il est ponctuel, il est propre. Ouais, il est sent proche de sa jamais mauvais. personne. Il a son parfum est très agréable à sentir. Il y a une belle auto. Il y a une belle voiture. Une belle voiture. Du beau linge, c'est vrai. Puis, la chose la plus importante, il y a une machine à cappuccino, puis il nous fait des bons cafés. Avant le show, il nous fait des bons cafés. Michel, qu'est-ce que tu as dit? Il y a une épouse charmante aussi. Épouvantable. Le retour du flâneur. Acteur pour la deuxième année consécutive, mais cette fois pour son rôle dans le film Forrest Gump. Forrest Gump a au total remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film. Jessica Lange a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Blue Sky, tandis que le réalisateur de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, a reçu le prix pour le meilleur scénario original. Dans 2 minutes, manquez pas de notre sondage. Peu de gens savent que l'instinct de chasse du chien provient de son... Non, mes petits doigts sont croches. Mes pieds, je pense. Mais moi, j'haïs les pieds. J'haïs les pieds de tout le monde. Un défaut physique sur moi? Rien. Je suis trop fort. Moi, c'est plus foncé. Comme beaucoup de personnes basanées, j'ai un assez solide postérieur. Moi, je pense que je changerais ma voix. Carrément, je trouve que j'ai une voix là, qui est pas supportable. Je changerais ma voix. Voici maintenant les flashs showbiz de TV Hebdo. À l'occasion de son 20e anniversaire, la troupe Carbone 14 présente un spectacle regroupant des extraits de production créés depuis sa fondation. Du même coup, elle inaugure un nouvel espace théâtral appelé l'Usine C, situé à proximité du centre-ville de Montréal. Les organisateurs du Festival international Garnier réussissent-ils à déjouer la justice avec un grand J? Bien sûr, il y a eu des dizaines d'arrestations, des mises en accusation et quelques condamnations pour des infractions très souvent mineures. Mais leurs affaires sont plus florissantes que jamais. Il n'y a pas de pénurie de drogue dans les rues de Montréal, entre autres. Les motards ont souvent troqué le look bandit pour celui de businessman. Ils roulent désormais en Mercedes, en Jaguar, en BMW. Leurs maisons sont luxueuses et ils voyagent de par le monde en première classe. Alors, comment faut-il lutter contre ces bandes de motards criminalisés? La police a-t-elle les moyens qu'il lui faut? Faut-il, par exemple, une commission d'enquête publique, comme plusieurs le réclament, dont le député de Bordeaux, Jean-Pierre Charbonneau, lui-même victime d'un attentat en 1972? Faut-il, à l'instar des États-Unis et d'autres pays occidentaux, une loi anti-mafia, une loi qui donnerait des pouvoirs accrus aux policiers pour neutraliser les associations criminelles? Eh bien, ces questions se posent avec persistance depuis quelques semaines, alors que des bandes se livrent à une guerre meurtrière qui a raflé une douzaine de vies. Cette guerre de motards déborde dans nos quartiers, dans nos voisinages, comme ce fut le cas le 17 mars avec l'explosion d'une bombe dans un repère de la rue Guilford à Montréal. Les motards, répétons-le, toutes bandes confondues, sont en expansion et ils se battent pour le contrôle de la drogue. Des millions et des millions de dollars sont en jeu. Impuissante notre justice, dépassée ou au contraire bien en contrôle de la situation? C'est notre débat ce soir, une question que nous avons posée aux citoyens de Val-d'Or. Écoutons-les. C'est sûr qu'il va toujours quand même avoir un milieu mafioso un peu, là, on pourrait dire. Ça, ils n'arriveront jamais à le contrôler totalement, par exemple. Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils sont quand même assez bien organisés pour ça. Puis s'il faut, ben, ils prendraient des forces supérieures. Pas vraiment. Parce que je trouve que il y en a, puis ça n'arrête plus, puis c'est jamais réglé, là. On sait que le milieu des policiers, c'est pas toujours rose non plus, là, fait que... Mais moi, je pense que... Puis il faut garder quand même confiance. Je pense qu'il y a quand même du monde encore correct, que ce soit des politiciens ou autres personnes. Je pense que
faut laisser un certain doute, sinon on s'en va où, puis bon, on ne se sentira pas nécessairement en sécurité, là. Fait que... C'est rendu comme la paye, quasiment, là, d'après moi, là. C'est tout prévu, les bons coups, les mauvais coups. Ils savent ce que la police va faire avant qu'elle arrive, d'après moi, carrément. Ma réponse est mitigée là-dessus, dépendant toujours de l'intégrité du policier. Je crois que le policier se doit d'être intègre, mais malheureusement, dans notre société, ils ne sont pas tous. C'est difficile pour eux autres, je pense, d'intervenir. Parce que ça déclenche des guerres. Attaquer des motards, c'est comme attaquer les Indiens. Ils l'ont fait savoir brutalement à un journaliste de la presse, Robert Monastès, lors d'un récent attentat qui aurait pu lui coûter la vie. Ils ont intimidé en septembre dernier le journaliste de TVA, Gaétan Giroir, qui les a fait condamner pour des voies de fait simples. Ils intimident parfois leurs voisins qui n'osent parler, mais ce soir, on en a quelques-uns avec nous en studio. Et puis, nous recevons également Yves Lavigne, auteur du livre « Les Hells Angels, le clan de la terreur », un livre que vous ne pouvez pas trouver nulle part puisque les Hells ont réussi à le faire retirer du marché. Et puis aussi, parmi nos invités, des policiers chevronnés en matière de crime organisé, des avocats, un qui a représenté à l'occasion les Hells Angels et un avocat de la Couronne, et puis des gens de Sorel, de Sherbrooke, de Saint-Nicolas, et puis aussi un représentant de Montréal, le conseiller de Rosemont. Enfin, notre invité spécial ce soir est le ministre de la Sécurité publique, M. Serge Ménard. Je vous retrouve donc après la pause avec le débat et bien sûr les résultats du sondage. Je vous laisse sur des images de funérailles à Sorel en septembre dernier, quand Gaétan Giroir a rencontré les motards. Les motards n'aiment pas la présence des caméras et des journalistes. Le confrère de TVA, Gaétan Giroir, l'a appris à ses dépens. Les fiers à bras l'ont menacé et ont exigé son expulsion de la ville. Honnêtement, c'est intimidant, mais je pense que dans les circonstances, c'était la décision à prendre, autant pour ma sécurité que pour celle de mon équipe de tournage et de mes autres collègues journalistes. Et vos policiers lui ont assuré la protection? Elle n'a pas été demandée, monsieur. Vous l'auriez donné? Oui. Si les journalistes vous demandent la protection lorsque les motards vont quitter, est-ce que vous allez la donner aux journalistes? Autant que faire se peut, monsieur. Mais considérez déjà qu'au départ, il y a 30 policiers qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire. Il y a 250 à 300 ici. Est-ce que vous considérez que la lutte va être égale? Aïe, aïe. Alors que je voulais faire exactement le contraire. Vous me plaisez beaucoup. Et j'aime être près de vous.